Bonjour, je suis toujours en compagnie des développeurs de Dontnod Entertainment pour parler du jeu Remember Me. On avait vu la première partie de notre émission il y a une semaine. Voici la seconde partie. Bienvenue dans Extra Life. On va parler de Nilin maintenant un petit peu. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de ce personnage? Pourquoi un personnage féminin, par exemple? Je vais peut-être répondre là-dessus, puis après vous engagerez sur le design. Le personnage féminin, c'est quelque chose qui s'est... Alors, on me pose la question souvent ces temps-ci, et en fait... Parce que c'est rare, en fait. Oui, non, mais c'est une bonne question, hein. C'est pas le problème. Mais c'était presque pas un choix, en fait. L'anecdote que je te disais tout à l'heure sur l'espèce de révélation comme ça, c'est pas... c'est quelque chose qui s'est imposé de soi-même, et là c'est un peu post-rationalisé que de se dire pourquoi un personnage féminin. Et je pense que vraiment de manière très immanente et à travers les thématiques qu'on a décidé au fur et à mesure d'explorer, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des jeux, un univers cyberpunk, c'est quoi? C'est un jeu qui identifie une tendance technologique aujourd'hui et qui l'extrapole dans le futur proche pour avoir un message plus ou moins fort, qui soit fictionnel, sociopolitique, etc. Il y a un jeu comme Deus Ex qui base sa réflexion sur le transhumanisme, sur les augmentations physiques, et qui va avoir un jeu orienté vraiment où la technologie va avoir ce rôle-là. Et entre guillemets, même si c'est un peu archétypal, c'est un univers très masculin. Et nous, on avait quelque chose où la technologie, ça allait être l'extrapolation des réseaux sociaux, la numérisation des souvenirs, tout ça. On allait avoir une histoire qui allait beaucoup plus se focaliser sur l'intimité, sur l'émotion, c'est un mot compte triple dans le jeu vidéo, mais sur les notions d'identité. Et c'est un peu yin et yang, j'ai envie de te dire, avec Deus Ex, et c'était le pendant plus féminin pour nous. Alors, on m'a reproché à un moment donné, et on a reproché aussi à Michel d'ailleurs dans une interview, de dire oui, c'est une histoire avec plus de sensibilité, donc ça colle mieux à une femme. C'était peut-être nous qui là, on prenait un trop gros raccourci dans la façon de le dire. Je pense que c'est plus abstrait que ça, mais ça s'est imposé de soi-même. Et c'est des choses qui sont au-delà, pour le coup, même s'il y a dans une conception de jeu vidéo, il y a beaucoup de choses où tu te dis, ok, d'un point de vue marketing, est-ce que ça va marcher? On avait bien conscience que l'originalité peut être une force, et sur ce genre de choix-là, c'est impossible d'aller contre son intuition, sinon tu sais que ça va pas être bon ce que tu vas faire derrière. Donc ça, c'est pour la genèse du projet. Ça a été une bataille en interne, ça l'a pas été. Par contre, il y a eu certains éditeurs pour qui c'était un problème, ça c'est clair. Et du coup, c'est cool que Capcom nous ait suivis là-dessus, sur ce choix. Pour certains, justement, ça pourrait paraître évident. Voilà, une nénette, un élément sexy, c'est super vendeur et tout. Mais non, la réalité du marché et la vision des gens font que c'est quelque part une petite prise de risque. Après, je ramènerai juste le nom du studio, la Dontnod. Comment dire, ne pas opiner, ne pas faire comme les autres, donc essayer de faire différent. Je sais pas si c'est aussi ça, qui fait partie de notre ADN, en fait, l'ADN du studio. Envie de faire un truc un petit peu différent, de changer les choses petit à petit. Et puis il n'y a pas de mauvais personnages féminins, il n'y a que des mauvais personnages d'une manière générale. On a approché Nilin de la même façon que, j'imagine, Naughty Dog approche Nathan Drake, et Ubisoft, Ezio, etc. Ou Connor sur le dernier. Il y a des standards, je veux dire, bon, c'est vrai, faut dire ce qui est, le jour où vraiment les choses auront changé, où l'industrie sera mature, sera peut-être le moment où on pourra avoir une Nilin qui sera peut-être plus moche qu'elle ne l'est là dans le jeu, c'est sûr. Il y a cet aspect quand même attrait physique. Néanmoins, elle est pas non plus, elle est pas du tout hyper sexualisée. Et il y a le pendant de tout ça, c'est vraiment tout le côté, ses traits de caractère et la façon dont ils sont traduits dans chaque ligne de dialogue, chaque animation, ça influence la mécanique de gameplay, la musique, tout est fait pour, voilà, on raconte l'histoire de Nilin, et c'est à nous vraiment de respecter ça à toute étape du développement pour que derrière ce soit cohérent et que ça parle aux gens. Et c'est peut-être d'un point de vue plus... je dis ça, c'est une réflexion qu'on a eue tous ensemble, mais peut-être sur la façon dont ça s'est traduit visuellement, vous pouvez...
Disons juste que... un mot sur la musique, c'est Olivier de Rivière qui s'en est occupé. Ouais. Donc, il a travaillé sur All in the Dark version 2008, sur la série Obscure, et sur le jeu indé Harold, qui n'est pas encore sorti, qu'on attend vachement à la rédac. Et donc c'est l'Orchestre Philharmonique de Londres qui a enregistré la musique. Et en effet, lui, j'ai vu une interview qu'il donnait sur, je crois que c'était une vidéo Capcom. Et donc clairement, il dit que la musique est là pour soutenir les émotions du personnage principal, de Nilin, et cette musique a été vraiment très très influencée par votre direction artistique. Ouais. Elle a l'air très bien, la musique. Hein. La musique, elle est fantastique. En fait, à la base, c'est le travail avec Olivier, c'est surtout un travail qui a été fait avec moi, qui est influencé bien évidemment par la direction artistique, mais juste pour te replacer un peu la genèse du truc, c'est on a eu des discussions, on a pendant des heures, conceptuellement, en regardant le jeu, en se posant la question, ok, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, etc. Effectivement, on a centralisé beaucoup de choses sur Nilin. Il y a eu toute cette réflexion dès le début sur la notion de glitch, qui moi m'était très. J'aime bien ça. La musique, il y a des petits pets comme si. Ouais. C'était très important. C'était une notion. Bon, déjà peut-être il y avait une forme d'appétence personnelle pour la glitch musique, etc. Mais je trouvais que ça collait extrêmement bien à l'univers, à ce côté un petit peu dystopien qu'il y a dans l'univers, avec quelque chose est parti en couille. Les glitches, c'est quelque chose que tu retrouves visuellement beaucoup dans le jeu, que tu retrouves dans les memory remix, c'est les glitches que tu cherches. Nilin, c'est le glitch dans la machine. Voilà, c'est le grain de sable qui va faire un petit peu, qui va déranger la grosse machine Memorize. Et à partir de là, on a discuté et Olivier, lui, a repris ça à sa sauce et on a fait quelque chose moi, vraiment que je trouve extraordinaire et où il a dit, non seulement je vais te glitcher tes rythmiques, mais en plus, je vais prendre un orchestre et je vais le glitcher complètement, je vais le repasser dans mon synthé et le résultat, c'est quelque chose qui est à la fois très harmonieux et à la fois qui te surprend toujours parce que tu as toujours ce côté un petit peu décalé où ça repart et tu sais jamais trop à quoi t'en tenir et qui soutient notamment le thème de Nilin et il y a un son particulier dans le jeu qui correspond à Nilin et c'est vraiment une soundtrack dont je suis hyper c'est en osmose complète avec le concept de fond, la digitalisation de la mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être organique, qui est vivant, mais en fait qui passe par l'intermédiaire de la machine, qui devient numérisé. Et du coup, il y a une réflexion vraiment de fond justement entre cette opposition, quelque part l'humanité, l'organique et la machine en fait derrière. Et aussi un autre point en fait que vous avez, qui a été développé au niveau musical, c'est justement la progression, la notion de reward avec une musique évolutive justement, où c'est pas une musique cyclique, toujours la même, mais elle est au service du gameplay, on pourrait dire, et de la tension en combat. La musique est assez narrative en dehors du combat, mais dans le combat, effectivement, la musique est dynamique, elle s'adapte à ce que tu fais, elle te reward elle te récompense, si tu fais des combos, si tu fais tel ou tel mouvement, la musique évolue et donc tu as vraiment le sentiment. Et par contre, dès que tu te fais toucher ou dès que tu es en situation critique, elle commence à se mettre en arrière-plan et elle te fait, tu te sens un petit peu, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment bien. Sympa, il y a un petit côté rythmique. Et qui, en plus, qui colle très bien à la façon. Je sais pas si t'as fait la démo en fait. T'as eu l'occasion, t'as pas joué au jeu. J'ai vu que les vidéos. D'accord, parce que le rythme des combos est lui-même aussi très. Il y a vraiment un rythme qui au début peut un petit peu désarçonner les gens qui sont habitués au button mashing d'un DMC ou d'un Bayonetta. Enfin, le button mashing, toute proportion gardée, mais une bufferisation, on va dire, très très laxiste des inputs. Nous, c'est moins ça. Il y a le même timing pour tous les coups. Mais les inputs des combos changent jamais, mais ce que tu customises, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est les effets justement de tes coups dans les combos. Et il y a un rythme assez simple à prendre, mais qui du coup est assez rythmique et se mêle bien avec la musique. D'accord, moi j'aime beaucoup ça. On va parler du système de combat, mais juste avant, transition avec les glitches. Moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans les vidéos. À un moment donné, il y a une espèce de robot que Nilin affronte, et le robot, il y a une espèce de mâchoire qui apparaît juste devant lui. Donc c'est ça quand tu parles de glitch, quand vous parlez de glitch un petit peu. En tout cas, l'effet il est vraiment cool. L'effet est glitché. C'est pourquoi en fait, c'est quoi? C'est cool visuellement, mais quelle est la justification derrière? Le robot dont tu parles, en fait, je pense que c'est le Zorn. On a le thème de la réalité augmentée qui est assez importante dans le jeu, qui est un élément, on va dire, secondaire d'univers, mais qui est lié justement au Sensen où tout le monde peut voir
cette surcouche de réalité augmentée pour les publicités, donc on s'en sert pour ce qu'on appelle avec le Sensen pour tout ce qui est les interfaces du jeu, mais aussi pour tout ce qui est publicité, ce qui est par exemple des hologrammes flottants dans le ciel que les gens voient en fonction grâce à leur Sensen. Et du coup, on a aussi joué sur ça, sur certains ennemis qui projettent des informations en réalité augmentée. Là. Donc cette bouche géante, on voulait vraiment encore une fois mélanger ce côté machine et organique, d'où cette espèce de bouche très humaine finalement, glitchée, que ce robot projette et qui est désarçonnant et qui je pense fonctionne bien pour ce côté vraiment... c'est toi qui avais vraiment lancé cette piste et ça fonctionnait très bien. C'est quoi Sensen exactement? Le Sensen, alors c'est l'implant, la technologie. Voilà. C'est le petit truc qui est derrière, qui flotte un petit peu. Le truc qui flotte, c'est la représentation visuelle. Faut que tu te retournes complètement. Exactement. Le truc qui flotte, c'est la représentation visuelle ce qu'on appelle le Senwall, la porte d'entrée dans le Sensen. Et le Sensen, c'est un implant physique que chaque personne dans NeoParis possède au bas de la nuque et qui enregistre continuellement ce qu'il vit, les souvenirs. Les stocks, et qui permet aussi d'avoir toute une couche de réalité augmentée, vu que c'est relié directement au cerveau, les gens peuvent voir leur... comme les Google... hack la mémoire de quelqu'un, elle hack son Sensen directement. Donc c'est ça qu'on voit qu'elle fait les gestes. Est-ce que c'est une belle illustration de sa pote qui fait des implants neuronaux. Et c'est une belle illustration en fait d'une partie des choix qu'on a opérés sur le jeu. Justement, on a cherché à se différencier en fait des habituels implants cybernétique, cyberpunk, où en général tu as des amorces en fait physiques au niveau du cou, où tu as vraiment des implants en fait que tu vois dans la chair. Et là notre approche justement c'est d'avoir quelque chose en réalité augmentée uniquement qui flotte en fait. Donc à la base de la nuque justement il y a le rapport au cerveau, ça c'était quelque chose à pas rater. On est à la troisième, c'est un jeu à la troisième personne. Donc il y a plein de petits choix en fait qui sont opérés en fait qui convergent tous ensemble. Mais ouais, c'était déjà ça, c'était une volonté de faire quelque chose un tout petit peu différent de ce qu'on voit habituellement. Et pour venir à l'histoire du robot, justement, comme disait Michel, en fait, il y a une espèce de dualité entre des tout petits référents un petit peu organiques qui passent justement par les glitches, cette représentation en fait de la bouche. Et si tu regardes le concept même du robot en fait seul, il a une espèce de tête, donc déjà il a entre guillemets à géométrie variable, c'est-à-dire il est modulable, il change en fait d'aspect physique quand il passe d'un mode passif à un mode plus actif où il devient une espèce de chasseur prédateur beaucoup plus véloce et félin. Et sinon sa tête en fait c'est juste une espèce de coque, un crâne d'œuf quoi quelque part, sans aucun attribut, pas de bouche, pas d'yeux. Et quelque part là la réflexion c'était créer quelque chose qui soit effrayant, qui fasse référence à l'homme puisque c'est une silhouette humanoïde voilà ouais, de bras, de jambes, une tête. Mais c'était, encore une fois, travailler sur cet axe, en fait, la machine, déshumanisation, quelque chose d'effrayant, et les petits glitches en plus qui viennent ramener quelque chose d'un petit peu plus frais, quoi. Okay. Et du coup, le glitch, c'est vraiment quelque chose visuellement qu'on a vraiment essayé d'irriguer le jeu entier. Et dans Fight, par exemple, quand Nilin prend des coups, on a l'image qui est glitchée, on a tous les glitches quand on va dans les memory remix, dans la mémoire des gens. On a vraiment voulu partout dans le jeu, comme vous l'avez fait dans la musique, et vraiment, c'était un de nos points d'action pour vraiment avoir cette imagerie justement numérique en couche par-dessus tous les visuels du jeu. Exactement. L'interface, quand Nilin se fait toucher, on a l'écran complètement qui glitch, mais aussi ses interfaces, sa barre de vie qui grésille un petit peu, pour jouer vraiment sur cette couche de réalité augmentée qui est perturbée par les actions du joueur, par les coups qu'il prend, etc. D'accord. On va parler un petit peu du système de combat. Et juste avant, un petit mot sur le moteur 3D du jeu. Est-ce que c'est un moteur maison? Est-ce que c'est un moteur que vous avez récupéré ailleurs? Alors ça va être très simple, on utilise Unreal. D'accord. Voilà, tout simplement. En fait, l'idée c'était de pas réinventer la roue, comme dirait Oscar, sur la techno. On montait un nouveau studio, on montait un nouveau jeu, etc. Si on avait monté la techno, je pense qu'on en serait encore au stade où on se demande, où j'ai pas encore eu la révélation sous la douche, et où ça nous a vachement aidé. Le jeu tourne en 60 ou en 30 images par seconde? Oh là, le jeu c'est 30. C'est plutôt 30. Ouais. Et c'est Unreal avec un jeu de ce type-là, c'est pas qui est classique. Mais c'est Unreal avec pas mal de modifications maison. Où on a quand même une surcouche technique assez vraiment intéressante, je pense, avec une gestion des vraies réflexions, des trucs techniques, mais qui poussent le rendu des matériaux, le rendu des sols mouillés, par exemple sous la pluie, ce genre de choses. On a vraiment développé des trucs maison pour
pousser plus la qualité visuelle d'Unreal et aller plus loin. C'est Unreal avec un pot ninja, quoi. C'est ça. Avec un kit 80. Scène de combat, donc il y a la possibilité de complètement designer ces combos via le Combo Lab. Ouais. Et il y a quelque chose qui s'appelle les Presens. Ouais. Et donc il y a 4 catégories qui alimentent 4 combos actifs. Alors Ouais. c'est quoi déjà les Presens? Alors les Presens, ce sont les souvenirs de combat de Nilin qu'elle a perdu et qu'elle récupère au fil du jeu. Chaque souvenir de combat, chaque Presen est un coup, donc a une animation, et en plus a un effet, une des 4 catégories dont tu parles. Ok. Et donc du coup, a priori, il y aurait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment du pipeau, il y aurait 50 000 combinaisons. Il y en a en fait beaucoup plus que ça, c'est du pipeau mais dans le mauvais sens. D'accord. Il y en a, ça se chiffre plus en millions en fait, mais c'est de la pure combinatoire et c'est pas moi qui le dis, c'est la personne qui a calculé ça, un de nos programmeurs et qui est un des architectes de VLC, donc je pense que tu vois, enfin, il doit pas être trop mauvais en maths et c'est lui qui m'a sorti le chiffre, donc si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre directement à lui. Il s'appelle Sam Osvar. Il semblerait que dans le jeu, est-ce que c'est vrai, Nilin ne tue pas les gens. Non, elle tue pas. Elle tue pas, C'était une décision. Ouais, c'était une décision. C'est marrant, tu vois, ça, encore un petit peu pour illustrer l'aspect itératif. Tu te lèves pas, t'arrives pas en disant bon, un jour, bon bah, Nilin ne tuera point. Non, c'est à un moment donné, on s'est dit, on avait les ennemis qui tombaient à terre et on se disait bon, on fait quoi avec? Et du coup, on s'est posé la question, mais ils font quoi? Est-ce qu'ils sont morts ou pas? Et là, on s'est dit bah ça raconte quoi s'ils sont morts? Enfin, ça colle pas au personnage, ça colle pas non plus à, je veux dire, sa félinité, les coups qu'elle donne. Il y a peut-être quand même pas non plus de quoi tuer quelqu'un. En plus, on n'a pas forcément envie de mettre du sang. On avait aussi des contraintes. Il fallait qu'on reste 16 C'est pas que les contraintes, c'est aussi une vision qu'on partageait tous ensemble. Mais j'y viens. Le rapport à l'ultra-violence. J'y viens. Et après, ça nous a permis de poser le débat sur la table. On s'est dit, ouais, nous, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. On n'a pas envie d'avoir ce genre d'ultra-violence. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a des finishing moves où, par exemple, Nilin surcharge la mémoire des gens, elle se plug directement sur le scene wall des gens qu'elle combat, et elle fait exploser leur mémoire. Donc il y a tout un tas de petites images qui sont en fait des photos de moi, en partie, mais de toi aussi, enfin de gens de la prod, qui sont comme des souvenirs comme ça qui éclatent. Donc le mec tombe, va se réveiller au bout d'un moment, mais il aura probablement oublié comment il s'appelle, s'il a une copine ou quoi. Voilà, il y a tout un tas de souvenirs qui explosent. Voilà, on joue plus sur ce genre de petites choses rigolotes. Il est pas mort, mais c'est pas super joyeux non plus, quoi. C'est pas super joyeux, il y a un effet, mais il est KO, quoi. Il est KO. C'est pas un légume, mais il a plus de souvenirs. Il lui en manque quelques-uns. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, il y a la partie combat rapproché. Il y a également une grosse partie, on va dire, aventure hacking, donc avec la possibilité... Alors ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est complètement scripté ou quelle est la part de choix du joueur à ce niveau-là? Donc, Nilin peut modifier les souvenirs de certains personnages clés du jeu et donc les influencer en temps réel. Elle est dans sa tête, elle bouge des objets, etc. Et tout ça va modifier un petit peu l'appréhension que le personnage avait de ce qu'il a fait par le passé. Et ça aura des conséquences aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut le faire un peu avec tout le monde? Comment ça se passe? Non, alors Remember Me, d'un point de vue général, c'est un jeu d'action-aventure linéaire, donc comme d'autres jeux, comme Uncharted par exemple. C'est un jeu où on raconte une histoire, qui est l'histoire de Nilin, et où on a voulu raconter, c'est un choix créatif conscient de se dire, on va avoir une structure linéaire, comme ça on est maître à tout moment des événements, des émotions que traverse le joueur. Et ça veut dire aussi que jeu d'action-aventure, c'est pas ouvert en termes de qui tu vas pouvoir remixer, mais on choisit des cibles précises dans le jeu qui vont avoir dans le scénario le plus d'impact possible. En termes narratifs, les enjeux sont à chaque fois extrêmement forts. Dans les Memory Remix, il y a des révélations narratives extrêmement fortes. Au sein des Memory Remix, il n'y a qu'une seule bonne sortie, mais selon les combinaisons d'interactions que tu vas faire, tu vas pouvoir découvrir tout un tas d'informations supplémentaires sur les relations entre les personnages. Tu vas pouvoir déverrouiller des trophées. Tu vas pouvoir, notamment, récemment, il y a eu du footage d'un Memory Remix, le premier que fait Nilin dans le jeu, sur une autre chasseuse de primes qui s'appelle Olga. Et c'est une scène, elle remixe en fait la scène de l'opération du mari
de cette dernière, et elle va foutre un peu le Bronx dedans en faisant partir en vrille un petit peu l'opération. Et selon les interactions que tu fais, tu peux faire tuer le mari dans le souvenir, ce qui fait que dans la réalité, elle va plus avoir besoin d'argent pour payer les soins, elle va plus avoir besoin de rapporter Nilin, et en plus elle va en vouloir à Memorize, qui est l'entreprise contre laquelle se bat Nilin. Mais en même temps, si tu as plus exploré le Memory Remix, le souvenir, tu as découvert plein de choses touchantes entre Olga et son mari, qui est sur le lit d'hôpital. Il s'est passé tout un tas de choses, et quelque part ça te fait te sentir encore plus mal de ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a une vraie, on parlait, il n'y a pas d'ultra-violence, mais il y a dans le jeu physique, mais il y a des vraies questions morales sur les souvenirs, sur ce que ça représente, sur l'identité, et in extenso sur quelque part les réseaux sociaux aussi aujourd'hui. Et pour revenir aussi à la question de la linéarité, pendant la prod, on a eu à un moment donné des prototypes de Memory Remix où il y avait plusieurs sorties possibles, et on se rendait compte que les gens ça les perdait vachement, parce que tu as un objectif dans le monde de jeu, tu as un objectif dans le Memory Remix, si tu as plusieurs sorties, il faut que tout colle, et en fait les gens se retrouvent à être un peu paumés. Au final ils s'en sortent, ils comprennent, mais tu as complètement perdu le côté putain, l'impact émotionnel de j'ai changé ce truc là dans son souvenir, ça l'a changé comme ça, et directement, je fais le lien direct, et je ressens vraiment quelque chose de fort. Donc sur le côté, embranchement de scénario, etc., ne vous attendez pas à ce que ça parte dans tous les sens. En revanche, je suis extrêmement fier de tout le boulot que Dontnod a accompli sur la cohérence et l'impact qu'ont ces sur l'écriture. En fait. Ouais, sur l'écriture, exactement. Ok. Ensuite, est-ce que vous considérez, on va conclure cet extra live, est-ce que vous considérez que Remember Me est un triple A? Sachant qu'il y en a très peu, en fait, c'est un truc, c'est impressionnant. Je sais pas, vous êtes, donc à un moment donné, tu as embauché 100 personnes, vous êtes combien là aujourd'hui chez Dontnod? On est 70. 70, ouais, ok. Vous avez le pic, c'était combien de personnes? C'était 110. 110 personnes. En comptant les externes. Parce qu'en France, on a quoi? On a Ubisoft qui fait des gros jeux, même si la plupart sont à Montréal. On a également Dishonored, en exemple récent, qui était un gros titre. Et Remember Me a tout l'air d'être un gros jeu également. Est-ce que vous considérez que c'est un triple A? Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre façon de travailler? Triple A, c'est un peu un mot valise ou c'est une case. Et puis ça peut recouvrir beaucoup de réalité. À la base, ça veut dire million seller. Oui, on espère bien en vendre plus d'un million. Et oui, Dontnod s'est monté avec l'ambition de faire des jeux AAA. Et oui, Remember Me, on le voit comme un jeu AAA. D'accord. Après, c'est particulier aussi. T'as parlé d'autres grosses compagnies à côté. Et moi, je dirais qu'on est très gros chez les petits. On a une espèce de place un petit peu particulière. Et on est petit chez les gros, en fait. On parlait de 70 à 100 personnes. Et on se retrouve dans un espèce d'entre-deux par rapport à l'heure actuelle, justement, le marché habituel. Les gros jeux, le nombre de personnes, en fait, nécessaires pour les développer, il est bien supérieur la plupart du temps. Et du coup, on est dans un espèce d'entre-deux avec des ambitions, en fait, très hautes qu'on a réussi à réaliser quelque part. Mais on n'a pas les moyens non plus, ni des plus gros. Et on est, malgré tout, en fait, la structure est quand même beaucoup plus volumineuse et conséquente qu'un petit studio. C'est aussi une force. C'est une force d'avoir une équipe à taille humaine, disons. Et là, ils viennent d'annoncer que sur le dernier Assassin, il y a 1000 personnes qui travaillent. Nous, on est au pic, on était 10 fois moins. Et dans l'industrie, en fait, entre développeurs, il y a même un autre terme pour désigner ces jeux-là, c'est quadruple A. Et quadruple A, c'est les Assassins, les GTA, les Red Dead, etc. C'est des jeux, à un moment donné, t'as besoin d'avoir une force de frappe absolument. C'est des jeux univers, avec le solo, le coop, le multi. Il y a tout, t'as tout. Et effectivement, je disais que tout à l'heure, c'était un choix d'avoir une histoire linéaire, etc. C'est aussi un choix d'être focusé, de faire quelque chose qui nous correspond et sur lequel on est bon, et pas simplement essayer de tout faire comme les plus grands dont parle Alexis, les plus grands par la taille. Et au final, avoir des features à moitié cuites, parce qu'on n'a pas pu réussir à tout faire. Donc, Ok. Ouais, puis c'est vraiment, je pense, comme je disais, une vraie force, nous, de bosser sur une équipe, même à 100 personnes, on peut encore connaître tout le monde. Nous, notre boulot, on pouvait aller voir les équipes et bosser avec tous les graphistes sur une équipe de 1000 personnes. Tu as vraiment une hiérarchie après où tu connais plus les gens. Et, tu découvres c'est pas ce qu'on souhaitait, je pense, nous. Quoi. Oui, si t'es producteur de jeux, t'es quasiment maire d'une ville. Quoi. Carrément. Quoi. Dernière question, une question qui fâche vaguement.
Pas de version Wii U? Non, pas de version Wii U pour le moment. Pourquoi? Ma Wii U, elle prend la poussière, là, il n'y a pas de jeu dessus, comment ça se fait? C'est une question pour Capcom, D'accord, malheureusement, pas ok. pour nous. Nous, on serait content d'en faire une, mais c'est une décision de Capcom. Très bien, on verra par la suite. On serait content d'en faire une comme sur n'importe quelle console, d'ailleurs. Okay. Donc le jeu sort le 7 juin en Europe, sur PS3, 360 et PC. Donc moi j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Donc je suis très très fan déjà de tout le travail graphique. Je suis curieux de tester le gameplay. L'histoire en tout cas a l'air très intéressante. Donc j'espère être satisfait également au niveau purement gameplay. Et donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.